자, 2부를 시작하겠습니다. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 2부 첫 순서로 부천 시립합창단의 공연이 준비되어 있습니다. 연주에 앞서서 제가 잠시 소개를 좀 드릴 텐데요. 부천 시립합창단은 1988년에 창단이 되어서 아주 신선하고 다채로운 레퍼토리로 음악계를 선도하는 국내 정상의 합창단입니다. 36년이라는 전통과 역사를 가지고 있고요. 단원들이 아주 뛰어난 역량을 보이고 있어서 깊이 있는 음악적 해석을 추구하는 합창단이다. 이런 평가를 받고 있습니다. 자, 오늘 합창해 주실 곡은 디아스포라와 관련이 있는 이주, 고향, 그리움, 그리고 희망에 관한 노래들입니다. 첫 번째로는 김주영님의 솔로로 내 영혼 바람되어, 그리고 향수라는 곡이 이어질 거고요. 마지막으로 행복을 주는 사람을 함께 듣겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 그곳에서 울지 마오. 나 거기 없소. 나 그곳에 잠들지 않았다오. 그곳에서 슬퍼 마오. 나 거기 없소. 그 자리에 잠든 게 아니라오. 나는 천의 바람이 되어 찬란히 빛나는 눈빛 되어 독식 연기는 햇빛 되어 하늘한 가을
떠난 게 아니라 네, 조금 전에 이 아름다운 내 영혼 바람되어 솔로로 이렇게 아주 멋진 음악을 들려주신 분은 윤규섭님이었습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주시고요. 이어서 두 곡을 부천 시립합창단께서 들려드리겠습니다.
가는 길에 아침 햇살 비치면 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 그대와 함께인 것. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 때론 지루하고 외로운 길이라도 그대 함께 간다면 좋겠네. 내가 즐거움의 우선짓는 나날이어서 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 그대와 함께인 것. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 네, 고맙습니다. 부천 시립합창단의 세 곡을 함께 들으셨는데요. 사실 어제부터 갑자기 겨울이 찾아온 것처럼 한파가 몰아쳐서 추웠는데 이렇게 부천 시립합창단이 들려준 노래를 들으니까 마음에 온기가 좀 돋는 것 같습니다. 여러분 다시 한번 부천 시립합창단에게 큰 박수를 보내주시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 순서는 오늘 행사에 참석해 주신 분들이 아마 가장 많이 기대하는 그런 순서가 아닐까 싶습니다. 올해 수상작인 소설 인간들의 가장 은밀한 기억의 저자 모하메드 은부가르사르 작가님과 이야기를 나누는 시간을 갖겠습니다. 여러분 다시 한번 작가님을 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 반갑습니다. 봉주, 봉주. Bonjour, bonjour. 제가 알고 있는 유일한 프랑스 말이 두 개밖에 없어서
계속 이어가고 싶습니다만 봉주르와 마지막에 메스복구 정도로 마무리할 수 있을 것 같습니다. 제가 오늘 행사를 시작할 때 작가님이 저 멀리에서 들어오실 때 깜짝 놀랐습니다. 저희가 텔레파시가 통했나 봅니다. 오늘의 의상 컬러가 이렇게 맞춰질 줄이야. Yes. 그래서 아주 기쁜 마음으로 시작을 할 수 있었고요. 본격적인 질문을 좀 드리기 전에 문학에 대한 어떤 절대적인 믿음 그리고 사랑을 담은 그런 작품을 써주셔서 정말 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 부천 디아스포라 문학상을 수상하게 되었다는 소식을 처음 들으셨을 때 그때 기분이 어떠셨는지 궁금합니다. Bonjour, merci beaucoup. Eh bien, comme vous, les deux seuls mots que je connais en coréen, c'est Annyeonghaseyo et puis Kamsamida. Donc, la symétrie est parfaite et nous avons la même couleur en effet, mais je remarque que cela vous va mieux qu'à moi. Donc, merci beaucoup. J'ai été très agréablement surpris. D'abord par la nouvelle. Quand je l'ai apprise, j'étais au Sénégal, chez moi, en vacances, et j'étais avec mes parents. Et quand j'ai reçu la nouvelle, je me suis dit que c'était vraiment extraordinaire parce que j'étais venu en Corée une première fois il y a 1 an et demi et je ne m'attendais vraiment pas à revenir pour recevoir un prix littéraire ici. Donc, quand je l'ai dit à mes parents, ils m'ont fait répéter plusieurs fois parce qu'ils n'y ont pas cru, eux non plus. Ce n'est pas une chose banale, vraiment, d'être un écrivain sénégalais, d'écrire en français, et puis de recevoir un prix littéraire ici. Donc, c'était d'abord beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance. Les prix littéraires, quand on est un écrivain, sont toujours des encouragements à continuer à chercher sa voie. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire, mais je suis vraiment très reconnaissant aux membres du jury et à la ville de Pucheon. 네. 인간들의 가장 은밀한 기억 이 작품은 세계 38개국의 언어로 번역이 되어서 전 세계에 있는 아주 다양한 독자들에게 읽히고 있습니다. 그러니까 한 나라의 어떤 문학 작품이 언어의 장벽을 넘어서서 다른 문화권, 언어권에 있는 사람들, 독자들에게 읽히고 또 함께 공감을 한다는 것, 그 의미는 어떻게 받아들이고 계시는지 궁금합니다. J'ai dit tout à l'heure dans mon discours que j'étais allé dans plusieurs pays. Depuis 3 ans, j'ai dû aller dans 25 ou 30 pays dans le monde. Et donc, pour moi, ça a une signification très concrète de voir mes livres traduits dans le monde, parce que ça donne vraiment une idée très précise de la littérature. C'est en tout cas celle en laquelle je crois, celle que je veux défendre. C'est vraiment une littérature qui soit une conversation entre les langues du monde et entre les cultures du monde. Je crois que le livre soit l'endroit où se rencontrent tous les hommes de l'humanité, finalement. L'écrivain argentin Borges, que j'aime énormément, a écrit cette nouvelle qui s'appelle La Bibliothèque de Babel, qui est une bibliothèque où on peut trouver tous les livres qui ont été écrits. Et donc, on suppose que dans tous ces livres qui ont été écrits, il y a toutes les langues qui sont aussi présentes. Donc, d'une certaine manière, voyager ces dernières années et voir ces nombreuses traductions donne une idée très concrète de la littérature, celle que j'aime. Et ce n'est pas simplement parce que ça concerne mon livre. C'est vraiment globalement une idée de la littérature que j'aime énormément. Et je rends hommage à chaque fois que je le peux aux traducteurs, à mes traductrices dans le monde, parce que c'est un travail qui est extraordinairement difficile et extraordinairement important. Cependant, la question des traductions pose toujours un même problème. C'est que très souvent,
on traduit toujours à partir des mêmes langues vers les mêmes langues. Je veux dire par là qu'il y a tout un ensemble de langues qu'on dit minoritaires, dont on n'entend jamais parler, comme si on ne pouvait pas écrire dans ces langues ou comme si ces langues-là ne pouvaient pas accueillir des traductions. J'espère que dans l'avenir, cela va changer et que de plus en plus des textes qui ont été écrits dans des langues qui ne sont pas extrêmement puissantes politiquement pourront être reçus et lus un peu partout à travers le monde. Globalement, j'invite à une recréation de la tour de Babel, parce que j'ai toujours considéré que le malheur de la tour de Babel, c'est qu'elle ait été... en fait, c'est qu'elle ait existé au départ uniquement comme dans une seule langue. Dans la Bible, on dit par exemple que la tour de Babel a pris fin le jour où Dieu a séparé les langues et que finalement, ce n'était plus une seule langue, mais plusieurs langues, que ça a créé le conflit. Moi, je pense au contraire que le fait qu'il y ait plusieurs langues, c'est ça qui donne le véritable sens à la tour de Babel. C'est qu'il y ait plusieurs sens qui est intéressant, parce que cela veut dire qu'il y a de la traduction et que le monde n'est pas uniforme et qu'il n'y a pas une seule langue qui domine dans le monde. C'est un peu l'idéal que j'ai. 네. 작가님이 해주신 말씀 중에 소수의 목소리가 소수의 언어로 쓰여진 그런 많은 문학 작품이 앞으로도 꾸준히 나와야 한다. 더 많이 들려지고 읽혀져야 한다는 부분이 굉장히 인상적이었습니다. 작가님은 세네갈에서 태어나시고요. 그리고 프랑스어로 교육을 받고 또 지금도 프랑스에서 살고 계십니다. 그런 작가님의 삶이 디아스포라이죠. 그래서 제가 궁금한 것은 작가님께서 생각하시는 디아스포라의 의미는 무엇인지 듣고 싶습니다. Alors, c'est un mot qui est pour moi chargé de sentiments, d'émotions, de significations souvent contradictoires. Étant moi-même membre d'une diaspora, j'ai l'impression que c'est toujours à partir des émotions, donc soit la nostalgie du pays natal, soit au contraire le désir de découvrir le reste du monde, donc soit la tristesse, soit au contraire la joie d'être parti de son pays, que c'est à partir de ces émotions-là qu'on définit la diaspora. Mais pour moi, la diaspora a une signification toujours plus précise politiquement. À l'ère des replis identitaires, des replis nationaux, du fait que de plus en plus, on va essayer de recourir à des valeurs qu'on pense être celles de son propre pays pour se construire, il est important d'affirmer toujours la diaspora, parce que la diaspora, par définition, je crois, signifie la rencontre avec un autre pays. C'est-à-dire que c'est la projection d'un pays très concrètement dans le monde, mais cette projection oblige à rencontrer d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres valeurs, une autre culture, et cela vous fait relativiser l'importance que vous accordez à votre propre culture, à votre propre valeur, et cela fait relativiser le sentiment que vous êtes peut-être le centre du monde. Donc il est extrêmement, politiquement, je pense que tenir à l'idée de diaspora est capital aujourd'hui, parce que cela remet vraiment cela bat en brèche tout un ensemble de discours de plus en plus nationalistes, de plus en plus conservateurs. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'entends l'idée de diaspora. C'est ce qui vous fait comprendre que vivre, c'est toujours vivre avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui. 네. 이 작품은 포스트 콜로니얼 문학의 디아스포라다 이런 평가를 받기도 했습니다. 여기서 말하는 이 포스트 콜로니얼이라는 말은 이제 과거의 식민 상황이 독립 이후까지 영향을 미치는 그런 상황을 설명하고 있는데요.
작가님이 작품을 통해서 전달하고자 했던 디아스포라의 그 의미가 심사위원들에게도 잘 전달이 되었다고 생각하시나요? Oui, oui, je le pense parce que le roman essaie de réfléchir à la manière dont de jeunes écrivains tentent de s'affirmer dans une situation où ils sont un peu pris en tenaille entre deux cultures dont les rapports historiques ont d'abord été des rapports de violence au premier chef. Et ces jeunes écrivains-là tentent d'inventer un troisième territoire, c'est-à-dire d'échapper à cette pression qui vient des deux côtés. Parce que ce qui caractérise la situation postcoloniale, c'est que la pression et les assignations de l'ancienne puissance coloniale s'exercent sous des formes plus insidieuses, plus secrètes, plus souterraines, mais votre pays d'origine aussi envoie un certain nombre d'assignations, un certain nombre d'ordres sur la manière dont vous devez vous comporter dans le monde. Et cela peut être extrêmement épuisant. C'est pour ça que ces personnages dans mon roman tentent d'inventer un autre territoire, que ce soit par la littérature, que ce soit aussi un territoire tout à fait physique, par la présence de l'Amérique latine, par exemple. L'importance de l'Amérique latine et de la littérature sud-américaine à ce sens-là dans le roman, c'est-à-dire le fait de dire qu'entre deux solutions ou entre deux problèmes, il faut choisir une troisième solution. Ou entre deux voies, il faut en inventer une troisième. Et cette troisième-là, c'est celle de la littérature ou c'est celle de l'Amérique latine. Et je pense que c'est quelque chose qui a été mis en avant par le jury du prix. 이 작품을 읽어보신 분들은 아시겠지만 이 엘리만이라는 주인공이 아프리카인으로서의 정체성과 그리고 프랑스어로 작품 활동을 하는 작가로서의 정체성 사이에서 많이 갈등하고 고뇌하고 충돌하는 그런 모습을 자주 볼 수 있습니다. 네, 이 질문은 사실 우리 사르 작가님에게도 드릴 수 있을 것 같은데 실제로 그런 고민과 갈등을 겪으신 적이 있으신지요? Alors, pour ma part, non. Tout simplement parce que je sais très bien quelle est mon identité d'origine. Je sais très bien d'où je viens. Je sais très bien quelle est ma culture d'origine. Mais il a suffi que je voyage pour me rendre compte que certaines personnes voulaient créer ce conflit-là. Et le créer, en effet, parce que il donnait le sentiment qu'il fallait choisir ou qu'il y avait toujours une sorte de contradiction entre le fait de venir d'une culture particulière et le fait d'être universel. Pour moi, c'est une fausse opposition. L'opposition entre l'identité et l'universel est une fausse opposition. Tout simplement parce que toute identité est potentiellement universelle. Parce que aussi personne, je pense, ne se réveille en se disant « je suis universel ». Ça n'a pas de sens. Vous vous réveillez et vous êtes dans votre quotidien, vous êtes dans votre culture, vous êtes dans ce que vous connaissez, mais il ne vient jamais à l'esprit de personne de dire « je suis universel ». C'est une affirmation absurde. Pour pouvoir constater l'universalité d'une chose, il faut qu'il y ait une rencontre et un dialogue pour qu'enfin on se dise « ah, c'est universel parce que ça se passe chez moi de cette manière et puis de l'autre côté, ça se passe presque de la même manière où il y a quelque chose qui est proche ». À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est universel. Donc le vrai problème, c'est les personnes qui pensent qu'ils sont plus universels que d'autres ou qui demandent à d'autres de justifier leur universalité ou de prouver qu'ils sont universels. Ce qui est absurde parce que si je demandais à n'importe qui ici de prouver qu'il est universel,
je serais bien curieux de savoir ce que cette personne ferait. Parce que vous ne pouvez pas prouver votre universalité autrement qu'en étant ce que vous êtes. Dans le domaine de la littérature, le problème, c'est vraiment quand il y a un canon littéraire qui est central ou qui se pense comme central et qui enjoint aux autres de dire qu'ils sont universels. Ou qui leur demande, mais pourquoi vous n'êtes pas universel? Parce que ce que vous racontez ne concerne que votre propre culture, comme s'il y avait une contradiction entre les deux. Et ça, c'est absurde. Toni Morrison a longtemps fait face à ça. On lui demandait toujours, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas universel? Parce qu'elle disait toujours qu'elle écrivait l'histoire des Noirs américains. Et à cause de ça, beaucoup de critiques disaient qu'elle n'était pas assez universelle parce que ses histoires ne pouvaient pas concerner les autres. Et Toni Morrison a eu une réponse qui est parfaite. Elle a dit, en fait, on n'aurait jamais posé la question à Tolstoï ou à Dostoïevski, pour la simple, alors que Tolstoï et Dostoïevski sont des Russes, qu'il n'y a pas plus russe que la littérature de Tolstoï ou Dostoïevski, mais on ne leur aurait jamais demandé d'être universel, parce que tout le monde considère de fait que Tolstoï et Dostoïevski sont universels, alors qu'ils sont russes. Cela veut donc dire qu'on considère que certains auteurs, en tout cas des auteurs venant de certains pays, sont plus universels que d'autres de fait et n'ont rien à prouver, alors que d'autres ont toujours à prouver leur universalité ou sont toujours renvoyés à leur identité, ce qui est un grand problème. Et je pense que si on est un lecteur et que pour nous certains livres sont plus universels que d'autres, ou qu'on considère que certains livres ne sont pas assez universels, c'est qu'on a un problème nous-mêmes, et pas un problème littéraire, mais c'est un problème politique. 네. 정체성과 보편성이 상충되는 개념이 아니고 이것은 따로 생각되어져서도 안 되는 그런 개념이라는 걸 좀 저도 배울 수 있었습니다. 작가님의 답변을 통해서. 이번 질문은 조금 많은 분들이 고민을 함께 하시는 그런 질문이 아닐까 싶은데 전 세계가 전쟁과 차별, 혐오, 폭력 이런 어떤 사회적인 고통에 시달리고 있습니다. 근데 이렇게 우리의 삶이 힘든데 그럴 때 문학, 책이라는 것이 어떤 의미를 가지고 있는 것인가? 문학의 가치는 무엇인가? 문학이 발휘할 수 있는 힘은 무엇인가? 이 부분에 대한 질문 드리겠습니다. J'en ai un peu parlé tout à l'heure dans mon discours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui sont assez désespérantes, qui font vraiment désespérer de l'humanité. Et face à ces situations, la littérature peut apparaître tout à fait dérisoire parfois. Mais je crois que on lit pour comprendre ce qui nous arrive. On lit pour savoir ce qui fait de nous des êtres humains malgré tout. Et on lit aussi parce que je crois qu'il y a dans chaque être humain une part qui est une part poétique en réalité. Je crois que chacun de nous doit se demander pourquoi est-ce qu'il a besoin d'art, pourquoi est-ce qu'il a besoin de lire des livres, de lire des romans, de regarder des tableaux ou d'écouter de la musique. Parce que je crois simplement qu'il y a en chacun de nous une partie spécifique. Milan Kundera appelait cette partie la mémoire poétique. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est une partie en nous qui a besoin de ça pour nous rappeler toujours notre humanité. Je crois aussi que dans les moments les plus obscurs, la littérature sert à nous redonner une sorte de foi dans ce que nous sommes. Et je pense là à
à Primo Levi. Dans son célèbre récit qui s'appelle Si c'est un homme, Primo Levi raconte cette histoire. Il est dans le camp de concentration et il y a un jeune homme qui s'appelle Piccolo qui vient le voir et qui lui demande de lui apprendre l'italien. Et Primo Levi, pour lui apprendre l'italien, essaie de trouver la meilleure solution. Et tout ce qui lui revient en mémoire, ce sont des vers de Dante, du poète Dante, qu'il lui dit. C'est 3 ou 4 vers qu'il lui répète, et c'est comme ça qu'il lui essaie de lui apprendre l'italien. Et ce que Primo Levi dit, c'est que pendant ces quelques minutes où il a récité Dante, où il s'est accroché à la littérature, donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme, de l'espoir qui est revenu. En tout cas, du fait qu'il se sentait moins déshumanisé et que soudain, il avait l'impression qu'il était redevenu un homme et pas un sous-homme comme les nazis le prétendaient. Et lorsqu'on lit cela et qu'on comprend ce que Primo Levi dit, on comprend aussi que finalement, la littérature sert à nous donner une forme de, peut-être pas d'espoir, parce que ce mot est peut-être trop... Je ne veux pas utiliser ce mot trop facilement, de dire espoir, mais sert au moins à nous redonner une forme de courage. Et je crois que oui, dans les temps compliqués, dans les temps durs, dans les temps obscurs, c'est à cela que ça sert. Nous redonner une mémoire et nous redonner du courage. 자, 제가 드리는 마지막 질문이 될 텐데요. 작가님 차기 작품에 대한 계획 아마 많은 독자님들이 궁금해하실 것 같습니다. 어떻게 준비가 되고 계신가요? Alors, j'ai un projet de roman dont je ne peux pas dire grand-chose, tout simplement parce que, comme je viens de l'expliquer, je ne sais pas ce qui va arriver. Il y a juste une image qui est encore assez vague dans mon esprit, et c'est l'image d'une route. Et je commence à comprendre que c'est une route qui existe chez moi, dans mon village. En tout cas, je vois très clairement cette route et je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'elle m'apparaît. C'est parce que c'est une route qui a partagé pas simplement 2 parties du village, mais qui a partagé 2 conceptions de l'existence. L'une fondée sur l'écrit et l'une fondée sur l'oralité, sur la parole. Donc j'ai le sentiment que ce sera autour de cette tension-là, mais que ce sera surtout autour de la construction et de la signification d'une route. Pour le reste, les romanciers sont comme les médecins, on travaille sous secret professionnel. Donc je ne peux pas en dire plus. 네, 그럼요. 뭐든 끝까지 말하면 스포가 되고 또 독자로서도 마지막을 얘기해 주시면 끝까지 몰입해서 읽는 힘이 떨어지기 때문에 기대하는 마음으로 다음 작품을 기다리도록 하겠습니다. 꼭 한국어로 그 책도 번역이 될 수 있기를 바라겠고요. 자, 시간이 참 많이 흘렀는데요. 그래도 현장을 이렇게 가득 메워주신 우리 참석자분들이 계시니까 현장으로 제가 마이크를 넘겨서 한 2-5분 정도만 질문을 받겠습니다. 번쩍 손을 들어주셨는데요. 마이크 좀 전달 부탁드릴게요. 예, 먼저 수상을 축하드립니다. 박사 학위를 받았으면은 그대로 미래가 일신이 편안했을 텐데 미래가 불확실한 소설가의 고난의 소설가의 길을 택하신 이유를 듣고 싶습니다. 그리고 책에 보면 화자의 진술에서도 나와 있어요. 일시적인 유혹이 아니라 분명하고도
호기로운 욕망으로 소설가가 되기 위해 고귀한 학문의 길에서 멀어졌다. 그 심정을 작가의 육성으로 직접 듣고 싶고, 그 다음에 두 번째 질문은 엘리만이 암시하는 얌보 우울로 구엠이 아프리카 출신 작가이기 때문에, 아니면은 표절십 이 끝에 사라졌잖아요. 아프리카 출신 작가이기 때문에 프랑스 분단의 희생양이 되었는가 하는 생각을 묻고 싶습니다. Oui, merci beaucoup. Alors, la première question, si j'ai bien compris, concerne la façon dont j'ai lâchement abandonné mes études, mon doctorat, pour devenir écrivain. Alors, il y a deux réponses possibles. La réponse tout à fait diplomatique serait de dire que finalement, je trouve que l'écriture littéraire est plus stimulante pour moi que le travail universitaire. Mais c'est une fausse réponse pour la simple raison que la réalité, c'est que je pense que j'étais simplement un mauvais chercheur et que j'avais l'impression que ce n'est pas moi qui perdais mon temps, mais je faisais perdre son temps à l'université. Et je pensais simplement qu'il fallait que je me trouve, en tout cas que j'ai le courage de m'avouer que j'étais, comme c'est écrit dans le roman, un doctorant fainéant et qu'il fallait faire des choses qui soient plus utiles pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, parce que, mais parce qu'aussi c'est vraiment le type d'écriture qui me convient le mieux. Mais à l'université, mes professeurs, mes formateurs commençaient à me dire que la recherche n'était pas du roman. Phrase que je n'ai jamais comprise d'ailleurs, parce qu'au fond, la recherche, c'est du roman. Mais bon, c'est une autre question. Quant à Yambo Ologem, je pense que le fait qu'il ait été africain n'a pas aidé du tout à mieux comprendre ce qu'il a tenté de faire. Je crois que s'il avait été d'une autre culture, d'une autre identité, il y aurait eu plus d'indulgence par rapport à son geste. En tout cas, on l'aurait plus écouté. On aurait plus tenté de comprendre ses motivations esthétiques surtout. Ce qui est étonnant dans le cas de Wologem, c'est que l'accusation de plagiat ne semble concerner que les auteurs occidentaux. Alors que quand on lit Le Devoir de violence, il y a un certain nombre de références à des textes issus de cultures africaines, à des poèmes qui sont plutôt de griots africains, de légendes et de contes africains, de traditions narratives, poétiques africaines. Mais cette partie-là, personne n'en parle souvent parce que simplement on s'est concentré sur l'accusation liée aux textes occidentaux, ce qui prouve qu'il y a tout de même une sorte de dissymétrie dans la réception de ce texte et que c'est l'Occident, c'est la France, les États-Unis, l'Angleterre qui ont décidé que Wologem devait être finalement renvoyé vers le silence. S'il avait été un auteur français, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette polémique-là, ou en tout cas, elle n'aurait pas eu cet effet-là sur Wologem. Mais bon, ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais c'est ce que je pense sur cette histoire-là. Il y a beaucoup d'auteurs qui
qui ont fait des références, qui ont utilisé l'intertextualité, qui ont fait des collages, mais ils ont presque été parfois salués pour ça. Ils ont presque été célébrés pour ça. Et on fait semblant d'ignorer qu'en littérature, bien sûr, il y a du plagiat, ça peut exister, mais globalement, il y a aussi une intertextualité permanente. Et comme le dit encore une fois, et je le cite Borges, dans un livre qui s'appelle L'approche, une nouvelle qui s'appelle L'approche d'Amotassim, Borges dit, il va de soi que tout livre s'honore de descendre d'un autre livre. Ce qui veut dire globalement que tout livre est le fruit, est produit par d'autres livres et va produire d'autres livres dans le futur. Mais pour Wologem, on n'a pas pu accepter ça. 네, 답변이 되셨기를 바랍니다. 한 분께만 네, 번쩍 지금 손을 들어주셨는데 한 분만 더 질문을 받고 마무리하겠습니다. 예, 안녕하세요. 저는 유네스코 한국위원회에서 그 창의도시 네트워크 사업을 담당하고 있는 사람이고요. 일단 작가님 수상을 축하드리고, 제가 이제 제 소속을 밝혔지만 기본적으로 저는 제 개인적인 취향에 맞춰서 좀 질문을 드리고 싶습니다. 저는 대학 때 그 전공이 영문학이었습니다. 그리고 이제 영문학 수업 중에서 제가 제일 좋아했던 그 분야가 흑인 현대문학 부분이었어요. 왜냐하면 제가 작가님이 언급하셨던 것처럼 토니 모리슨을 정말 좋아했기 때문에 그분의 소설을 계속 읽고 싶어서였습니다. 근데 제가 이제 작가님의 이야기를 들으면서 생각을 해봤을 때 사실 이제 아프리카계 그 작가분들도 정체성이 크게 두 가지가 있을 것 같다는 생각이 들었어요. 첫 번째는 작가님처럼 그 아프리카를 직접 경험하고 거기서 나고 자라신 분이 있는가 하면 토니 모리슨처럼 아프리카 자체를 직접 경험해보지 못한 그 후손인 경우가 있습니다. 마치 이것은 저희가 부모님 세대가 다른 나라로 이민을 갔을 때 그리고 그 부모님 밑에서 2세대, 3세대가 전혀 그 모국을 경험하지 못한 채 자라났을 때 겪을 수 있는 어떤 차이라고 생각을 하거든요. 제가 질문을 드리고 싶은 거는 아마 작가님께서도 그렇게 아프리카를 직접 경험하지 않은 아프리카계 작가분들의 소설을 접하시면서 어떤 차이점이라던가 조금 일종의 동의하지 못하는 부분이 있을 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 조금은 다른 아프리카의 문화와 정체성에 대해서 조금은 다르게 보고 있는 다른 아프리카계 작가들에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 그런 부분들을 좀 얘기해 주셨으면 좋겠습니다. Alors, je n'ai pas de pensée globale sur ces écrivains. Je pense que il peut y avoir une forme de nostalgie du continent africain quand on n'y a pas vécu, mais qu'on sait qu'on est originaire de là. Mais on peut aussi être tout à fait indifférent à l'Afrique parce que on considère que ça fait partie de notre histoire, mais qu'on ne la connaît pas. Cependant, quand on s'intéresse à l'Afrique, qu'on est un afro-descendant, qu'on vient d'Afrique, mais qu'on a été déporté pour plusieurs raisons, je crois que ce qui est important, c'est de s'intéresser vraiment au continent africain, pas à travers des clichés, pas à travers des fantasmes, mais réellement en y allant d'abord, en voyant ce qui se passe, et peut-être aussi en lisant ce qui s'écrit à partir de ce continent. C'est très intéressant que vous ayez parlé de Toni Morrison, parce que Toni Morrison s'intéresse vraiment aux Afro-Américains. Cependant, j'ai toujours eu l'impression qu'elle était très attentive, extrêmement attentive au continent africain et aux écrivains du continent africain. Et que ce qu'elle savait, ce qu'elle connaissait du continent africain, elle le savait à partir de la littérature. Elle a, par exemple, écrit, elle a dit qu'il
il y a un livre qui l'avait beaucoup marqué, qui avait été écrit par un Sénégalais, par un de mes compatriotes, qui s'appelle Boubacar Boris Diop. Et Boubacar Boris Diop est l'auteur d'un livre qui s'appelle Mourambi. Et c'est un livre qu'il consacre au génocide au Rwanda. Et Toni Morrison, après avoir lu ce livre, a dit que le livre était un miracle et que ça lui avait permis de comprendre un peu mieux l'histoire du Rwanda, mais plus globalement l'histoire du continent africain. Donc, cela veut dire qu'il peut y avoir un intérêt, mais il n'est pas obligatoire en réalité. J'ai fait des rencontres parfois où il y avait des afrodescendants, mais qui n'étaient pas tout à fait intéressés par le continent africain. Je ne les blâme pas pour ça. Mais vraiment, ce que je dis, c'est que quand on s'intéresse au continent, il faut le faire de la meilleure manière qui soit. Et peut-être que la littérature peut servir à ça. Voilà. 네, 좋은 질문 해주신 두 분께 감사드립니다. 뒤에 이제 사인회가 또 마련이 되어 있어서 더 질문을 받지 못하는 점 양해 부탁드리겠습니다. 사르 작가님께는 오늘 이 시간을 마무리하는 한 말씀 부탁드리겠습니다. Oui, bah, je voulais simplement encore une fois vous remercier pour votre présence, pour votre écoute. Remercier encore une fois les membres du jury pour leur choix et l'idée de littérature qu'ils tentent de défendre par ce choix. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois en une littérature ouverte, vivante, curieuse, qui trouble et qui se déplace entre les langues, qui se déplace entre les géographies. Je conçois vraiment que sur le terrain de la littérature, toutes les langues, toutes les cultures, tous les livres sont sur le même plan et dialoguent entre eux. Et c'est un dialogue qui nous dépasse de très très loin. Donc je crois qu'en donnant ce prix à ce livre, c'est ce que les membres du jury ont voulu défendre comme idée et je leur en suis reconnaissant. Je remercie encore une fois ma traductrice parce que sans connaître le coréen, j'ai tout de même pu avoir plusieurs témoignages de lecteurs coréens qui m'ont dit que c'était une excellente traduction. Et voilà, j'ai dit tout à l'heure que c'était la vraie star de la soirée. Donc, et c'est vrai, je le pense réellement. Donc voilà. Enfin, je vous remercie pour pour l'interview et les questions. Et je remercie les personnes qui sont en cabine, qui nous ont aidés à faire l'interprétariat. Voilà. Merci beaucoup. 네, 오늘 함께 이야기 나눌 수 있어서 기쁘고 즐거웠습니다. 고맙습니다. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 네, 이제 자리로 잠시 이동을 해주셔도 되겠습니다. 이제 제4회 부천 디아스포라 문학상 시상식을 마무리하도록 하겠습니다. 우리 사르 작가님께 다시 한번 축하 인사를 드리고요. 그리고 또 오늘 바쁜 시간 쪼개어내어서 함께 이 자리를 빛내어 주신 내빈 여러분들께도 감사의 말씀을 드리겠습니다. 이후에 사인회를 신청하신 분들은 자리에 좀 남아주시고요. 나머지 분들은 자유롭게 이석을 하셔도 좋습니다. 저도 여기서 인사드리겠습니다. 저는 박혜진이었습니다. 고맙습니다.